Voilà, merci de vous installer. Merci et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je salue également ceux qui nous regardent en ligne. Pour ceux qui nous regardent en ligne, n'oubliez pas de changer de session à chaque fin de séquence pour passer à la prochaine séance. Vous dire aussi que quand vous regardez en ligne sur votre écran à droite, apparaît donc une colonne « Exprimez-vous » et c'est là que vous pouvez poser vos questions et faire vos commentaires. Alors, on va démarrer. On prend un petit peu de retard sur la matinée, mais on déjeunera un petit peu plus tard. C'est pas grave. Et on va démarrer tout de suite après. Alors, juste aussi une petite info parce que beaucoup sont venus me le demander à la pause. Pour les présentations, on va vous les partager. On est en train de regarder les modalités techniques, mais je pense que ce sera donc dans le mail qui vous est envoyé ou sur l'application. Mais les présentations qui sont présentées ici au fil vous seront partagées. Voilà, et je remercie les intervenants d'avoir accepté tout à l'heure leur publication à tous. On continue donc après ce qui a été présenté ce matin, hein, les défis de la filière automobile française. On va les voir tout de suite, surmonter les difficultés conjoncturelles bien sûr, mais aussi réussir ces transitions qu'on a vues ce matin. C'est le cheval de bataille de la PFA qui représente la filière automobile et qui a largement contribué, il faut le dire, à la réussite également de cet événement et je l'en remercie. Son représentant, son directeur général, c'est Marc Mortureux, directeur général de la PFA. Merci de l'accueillir. Et cher Marc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on ait éventuellement quelques espaces d'échange. Et je dirais derrière, je vais m'adapter par rapport à présentations excellentes qui ont été faites précédemment pour éviter toute redondance. Donc simplement, je rappelle la PFA, effectivement, qui regroupe à la fois les constructeurs, les équipementiers, l'ensemble des fournisseurs de la filière. Et ravi de travailler en étroite liaison avec notamment l'ARIA Hauts-de-France. Et bravo pour tout ce que vous faites dans cette période aussi importante pour l'avenir de la filière. Alors, je vais vraiment plutôt me consacrer très rapidement à qu'est-ce qu'on essaye de faire pour, face à la situation qui a été décrite, comment on réussit à s'adapter. Je voulais juste d'abord indiquer que on avait dès 2018 pris le virage de l'électrique, avec notamment le contrat de filière qui avait prévu de multiplier par 5 les ventes de véhicules électriques d'ici à 2022. On est sur la trajectoire. Sur 2021, on va atteindre les objectifs. On est à plus de 90 000 ventes de véhicules 100% électriques sur les 8 premiers mois de l'année. Sur les hybrides rechargeables, on va fortement dépasser les objectifs. On est aussi à 90 000 PHEV vendus depuis le début de l'année. Et puis au global, je trouve un chiffre assez marquant, c'est que quand on rajoute tous les hybrides, les full hybrides, en particulier ceux de Toyota, on est maintenant à peu près au tiers du marché qui est en véhicules électrifiés. Donc on voit que ça décolle et ça va évidemment se poursuivre. Je voulais peut-être juste rajouter quelque chose qui n'est pas inintéressant, c'est que quand on voit un petit peu le point de vue du consommateur, il est quand même important là-dedans, là c'est un travail qu'on fait un peu régulièrement avec un cabinet qui s'appelle Nova Consulting. Bon, on voit que les tendances sont assez favorables, l'opinion évolue plutôt favorablement vers des intentions d'achat de plus en plus vers l'électrique. Basculement, d'ailleurs, on le voit en 2020 et ça continue à se confirmer. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est qu'il y a un niveau de satisfaction des gens qui ont un véhicule électrique ou qui ont un hybride rechargeable ou un hybride qui est supérieur au niveau de satisfaction des véhicules, je dirais, plus traditionnels et notamment dans les intentions de réachat. Il y a vraiment un très, très fort pourcentage d'intention de réachat, évidemment en fonction de l'usage. Mais je voulais le signaler parce que c'est un des éléments qui montre que, on est sur une tendance de toute façon qui est assez lourde vers l'électrification. Alors après, je voulais juste revenir 2 secondes sur, le cadre a été parfaitement défini de l'accélération. Un des éléments, tout simplement, c'est que l'Europe, qui s'était donné l'objectif sur 40 ans de faire moins 40% d'émissions de CO2, donc a décidé dans les 10 dernières années, il n'y a pas longtemps, de passer de moins 40% à moins 55%. Les moins 40%, c'est global, les émissions de CO2 en Europe déjà n'étaient pas évident. Donc changer l'objectif aussi proche de la date cible, c'est quand même assez compliqué. Et donc ça concerne tous les secteurs. Mais pour le secteur du transport routier, c'est tout particulièrement compliqué parce que certes, depuis 1990,
chaque véhicule mis sur le marché émet moins de CO2 au kilomètre parcouru, mais comme il y a eu une explosion des kilomètres parcourus en Europe, au global, le secteur du transport routier a augmenté assez significativement ses émissions de CO2. Donc vous imaginez ce que représente, si on voulait appliquer strictement l'objectif de moins 55% d'ici à moins de 10 ans, c'est vrai que la pression est absolument considérable. Et c'est ce qui a conduit la Commission européenne à faire, donc ça a été évoqué, le Fit for 55, donc l'ensemble du package. Je ne vais pas le réévoquer, ça a été très bien expliqué. Juste pour bien ceux qui sont pas forcément spécialistes, il se trouve que peut-être un peu malheureusement, on a le 55% qui apparaît à deux endroits et qui n'ont rien à voir. Il y a le moins 55% des émissions de CO2 au global au niveau de l'Europe, donc c'est le Fit for 55, mais spécifiquement pour l'automobile, le moins 55%, c'est aussi l'objectif, donc maintenant, entre 2021 et 2030, fixé à chaque constructeur pour les ventes moyennes, enfin les émissions moyennes des ventes de véhicules neufs. Je rajoute simplement dans le package, il y a un certain nombre d'éléments intéressants au-delà de cette réglementation, comme par exemple la volonté de mettre en place ce qu'on appelle un marché carbone pour le transport routier. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça serait que ceux qui distribuent l'énergie pour le transport routier, notamment les pétroliers, auraient des obligations de réduire progressivement dans la distribution de l'énergie le contenu carbone, soit en distribuant plus d'électricité décarbonée, soit avec des carburants plus bas carbone. Ça va être un objet de débat, dans la mesure où les pouvoirs publics sont un petit peu hésitants, compte tenu du fait que très concrètement, ça va se traduire par une augmentation des coûts des carburants et donc des phénomènes un peu sensibles. Et puis l'autre élément qui est très important, qui va faire l'objet de beaucoup de débats, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, puisque globalement l'Europe se donne un rythme de baisse des émissions de CO2 qui objectivement est assez cohérent avec ce qu'il faudrait faire sur l'ensemble du monde. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que l'Europe va beaucoup plus vite que le reste du monde. Et donc, si elle ne se protège pas d'une façon ou d'une autre, c'est vrai que les risques de fuite carbone sont absolument considérables. Donc, est sur la table, et les autorités françaises sont très, très motivées à défendre des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. C'est à la fois très bien, et puis en même temps, très honnêtement, ce qui est sur la table aujourd'hui nous inquiète beaucoup, parce qu'en tant qu'industrie aval, ça concerne essentiellement l'acier, l'aluminium et autres, on a un vrai risque finalement de décourager à importer de l'acier pour, par exemple, l'emboutissage, le faire en France, et d'acheter des pièces qui, elles, ne seront pas couvertes. Donc voilà, on a beaucoup de débats à avoir autour de ces sujets-là. Je voulais juste souligner le fait que c'est tout un package d'ensemble. Je ne décris pas tous les autres aspects, donc ça a été, petit clin d'œil, présenté par la Commission européenne le 14 juillet. Et c'est vrai que ça fait beaucoup, disons, de débats aujourd'hui. Alors, simplement, pour revenir sur ce qui avait été dit, notamment par IHS, donc c'est vrai que là, on a à gauche donc, ce qui était le mix énergétique en 2019-2020, et puis 2025-2030, 3 scénarios, juste pour illustrer le fait que sur 2030, par exemple, le scénario de droite, il est assez proche de ce qu'on voyait il y a encore 18 mois, au début de l'année 2020. Aujourd'hui, avec le Green Deal et non seulement le moins 55% en 2030, mais la fin pure et simple de tout ce qui n'est pas véhicule zéro émission en 2035, c'est ce qui est posé sur la table, on est plutôt sur le scénario de gauche, qui correspond le 60% qui était évoqué, donc là, il y a 62%. Enfin, un des avantages de la situation actuelle, c'est qu'objectivement, on sait relativement bien vers où on va. Alors après, il y a du débat, à quel rythme, etc. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'attendre le résultat des négos pour avancer à fond le plus possible. Sachant que dans les discussions, c'est vrai que nous, on défend assez fortement le fait que, attention, aujourd'hui, décider le coup près pur et simple 2035, que la seule technologie, c'est du zéro émission, certes, batterie pour l'essentiel, mais aussi hydrogène, certes, c'est quand même questionnable, parce qu'il y a encore énormément d'incertitudes. Bon, mais en même temps, on l'a bien vu, ça a été évoqué, on voit bien que les constructeurs, de toute façon, sont amenés à accélérer d'eux-mêmes le rythme, compte tenu de l'énormité des investissements à réaliser. Je rajoute comme dernier élément de paysage qui n'a pas été évoqué, mais le rôle des villes, qui est fondamental aussi dans la façon dont les choses sont en train d'évoluer, et avec donc ce qu'on appelle les zones à faible émission, la loi climat au niveau national qui a généralisé ces zones à faible émission pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 personnes, 150
000 habitants. Et donc, il y a un calendrier minimal qui est fixé par la loi, mais un certain nombre de métropoles, et en particulier le Grand Paris, a d'ores et déjà décidé d'un calendrier beaucoup plus resserré. Et par exemple, très objectivement, une de grandes difficultés qu'on a, c'est la fin de tous les véhicules diesel en 2024, en ce qui concerne en particulier le compartiment des véhicules utilitaires. Vraie question, et je pense qu'on va toucher assez vite du doigt quand même les limites des objectifs très volontaristes qui sont mis. Et ce qui n'est pas forcément notre intérêt, parce que les risques de stop and go, d'aller-retour ne sont pas forcément très satisfaisants. Donc, moi, ce que je voulais plutôt partager avec vous, c'est le fait qu'au niveau de la PFA, encore une fois, dès 2018 et encore plus aujourd'hui, on considère que la tendance vers l'électrification n'est plus un débat. De toute façon, on y va, c'est certain, avec plein de questions derrière, mais que comment on aide les entreprises de la filière par rapport à cette profonde transformation, sachant que fondamentalement, on sait que le déclin de la production automobile en France ne date pas de cette électrification, soyons très honnêtes, que objectivement, si rien n'est fait, on a quand même un vrai risque que cette transformation à marche forcée, comme ça a été dit, accélère encore ce déclin. Mais ce qu'on pense, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est que ça peut être aussi, si on prend un certain nombre de dispositions fortes, une occasion, une opportunité d'un certain rebond. Alors, je voulais juste là vous montrer, on a dans ce cadre-là engagé une étude avec Alix Partner, là, qui va se faire jusqu'à fin novembre, et qui vise très concrètement à se dire, OK, on connaît maintenant à peu près comment le marché automobile va se transformer, comment concrètement ça va se traduire en termes de pièces, de composants, avec vraiment l'objectif d'essayer d'aider plutôt, disons, tout ce qui va être les fournisseurs de rang 2, de rang 3, qui voient bien que tout ça bouge, mais qui ont quand même du mal à s'y repérer, avec à la fois les secteurs qui vont être en forte décroissance, mais aussi, et on veut beaucoup travailler là-dessus, voir quelles sont les opportunités à saisir, parce qu'il y a des opportunités aussi à saisir, et voir comment on peut ou pas réussir à en tirer aussi des opportunités. Donc là, vous avez à la fois donc le contenu moyen d'un véhicule par composant sur la gauche. On voit à quel point voilà, le rouge va beaucoup baisser. C'est des valeurs dans le véhicule. Les chiffres sont hors assemblage du véhicule. Et puis, on l'a un peu par sous-filière. Voilà, on voit assez clairement quelles sont les sous-filières très impactées et celles, au contraire, qui vont fortement augmenter. Donc ça, c'est le premier point, vraiment travailler à la fois sur comment on va accompagner ceux qui sont très impactés négativement et comment aider des entreprises qui pourraient se positionner sur les secteurs qui vont être en très forte croissance. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. L'autre élément, là, on voit que c'est les valeurs 2019. Le coût de 15 000 € pour un véhicule ICE, donc est plutôt de 23 900 pour un électrique. Bien évidemment, tout ça va évoluer dans le temps. Mais l'autre élément qu'on va prendre en compte dans l'étude, c'est l'effet induit de cette transformation à marche forcée sur le fait que les constructeurs mettent une pression extrêmement forte sur les coûts, sur les prix, et que c'est un des éléments aussi d'inquiétude sur le risque qu'il soit de plus en plus difficile pour un certain nombre de pièces et de composants de fournir à partir de France. Donc, encore une fois, dans une logique, disons, de filière France ou Europe, d'ailleurs, d'une façon plus globale. Et puis, le troisième élément qu'on va prendre en compte dans l'étude, c'est aussi le fait que les constructeurs sont amenés à rapatrier un certain nombre d'activités en interne chez eux, ne serait-ce que parce qu'ils ont aussi à gérer leur propre reconversion de site et que ça peut réduire aussi le volume disponible de marché. Donc voilà, on travaille très concrètement sur ce sujet-là. Alors, on a travaillé, et évidemment en lien étroit avec les ARIA, les pôles de compétitivité, les fédérations, donc pour avoir vraiment une bonne image de ce que c'est la filière aujourd'hui, les effectifs, les sites, leur positionnement. On l'a donc là par région. On a le découpage ensuite plus précisément sur toutes les filières de sous-traitance dans les différents types de domaines. On a beaucoup retravaillé, disons, ces sujets-là. Je ne le détaille pas, mais on est en train de travailler là-dessus. Et ce que je voudrais d'ailleurs vous dire, pour celles et ceux qui sont intéressés, on va faire un atelier de travail par visio le mardi, je crois, 29 septembre, pour partager les premières étapes de ce travail. Encore une fois, il est vraiment destiné à aider les entreprises de la filière, donc les membres de l'ARIA en particulier, voilà, à voir comment se positionner, bien valider les modèles pour qu'on soit le plus opérationnel possible.
Et là, bah, voilà, on est dans un contexte où on sait que bon, la France produit beaucoup de moteurs thermiques, ça a été évoqué. On en produit beaucoup plus d'ailleurs qu'on assemble de véhicules aujourd'hui, on est autour de 3 millions. C'est un peu plus de 60 000 emplois. Bon, on est dans un contexte où, je crois, pour parler simplement, on est sûr qu'il va y avoir toute une série de pertes d'emplois. On a des potentialités de création d'emplois, mais que des potentialités. Et voilà, tout l'enjeu, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est comment faire en sorte que ces potentialités se traduisent en réalité. Et c'est ma dernière slide, justement, pour ouvrir un petit peu le débat dans les défis de la filière automobile. Ce qui est quand même particulièrement complexe, je pense, c'est ce que vous vivez un peu tous les jours, c'est qu'on est à la fois dans un contexte de difficultés conjoncturelles extrêmement lourdes, parce que quand on le voit aujourd'hui, globalement, l'économie est quand même très bien repartie. On voit globalement que les filières industrielles sont bien reparties. L'aéronautique d'un côté, l'automobile de l'autre, sont clairement décrochés par rapport à cette grande dynamique avec, on le voit bien en cette rentrée, très mauvaise surprise, ça a été bien évoqué, l'aggravation de la pénurie de semi-conducteurs, d'énormes difficultés dans le dialogue au sein de la filière parce que voilà, on navigue un peu à vue avec des stop and go sur les usines qui sont amenées à s'arrêter quelques jours, les problèmes voilà, de comment tout ça se répercute au niveau de l'ensemble de la filière, les hausses de coûts de matières premières, maintenant de l'énergie, la difficulté de répercuter. Enfin, c'est vrai qu'il y a une très forte tension là-dessus. Un marché qui, voilà, pour la deuxième année de suite, va être quand même très bas, plus en dessous des points bas traditionnels de cycle. Donc c'est vrai que tout ça, c'est vraiment un contexte conjoncturel qui est quand même lourd, même si le début d'année n'a pas été mauvais en soi. Et puis parallèlement à ça, c'est probablement la filière qui est la plus impactée structurellement. Pourquoi ? Parce que face au défi mais tellement énorme de la baisse des émissions de CO2, il se trouve qu'il y a une solution technologique ou des solutions technologiques possibles pour la mobilité. Donc c'est vrai qu'on met le paquet, faut quand même être clair qu'on voit bien au niveau de l'Europe. Et donc, notre raisonnement, et c'est l'objet un petit peu du travail de feuille de route qu'on a mené ces derniers temps et qui sera présenté d'ailleurs en partie cet après-midi par McKinsey, puisqu'on avait travaillé avec eux ces derniers mois, c'est globalement de se dire, de toute façon, ça a commencé et dans les 10 ans à venir, il va y avoir des investissements, mais massifs en Europe pour s'adapter. Quelle est la part de ces investissements qu'on est capable de capter sur le territoire national, dans les différentes régions, et les Hauts-de-France de ce côté-là, et je pense pour le coup un territoire qui a vraiment sa carte à jouer, c'est très clair. Quelle est la part voilà, qu'on peut capter? Donc on a fait tout un travail qui vous sera présenté, de se donner une certaine ambition des parts qu'on essaye de capter. Alors c'est vrai que tout à l'heure était présenté le fait que l'électrification serait plutôt favorable aux Allemands, défavorable aux Français. Enfin, je trouve que la thèse est très intéressante, peut se discuter aussi, mais enfin, c'est vrai qu'il y a des éléments extrêmement intéressants là-dedans. De l'autre côté, on a quand même une électricité décarbonée en France qui est quand même un vrai atout. Et c'est vrai que moi, ça m'interpelle toujours que ce facteur, finalement, ne rentre pas tant que ça en ligne de compte dans la localisation, par exemple, des gigafactories qui, elles-mêmes, consomment énormément d'électricité pour fabriquer les batteries. Comment on peut se battre pour que ça rentre davantage en ligne de compte, que les entreprises tiennent compte de l'empreinte carbone. Moi, je comprends que c'est pas tellement le transport qui pèse, mais par contre, le lieu où sont fabriquées les pièces, là où on a des process qui sont assez énergivores, c'est clair que là, si on arrive à en tenir compte, la France a un atout aujourd'hui qui est vraiment important, comment on peut l'utiliser. Donc ça, c'est voilà, investir massivement. Une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, on est en discussion avec les pouvoirs publics justement pour des nouvelles annonces de soutien dans le cadre du plan d'investissement qui va être fait. C'est la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on dit c'est bien d'aider et d'aider fortement pour les investissements à faire en CAPEX, c'est nécessaire. Mais si on ne règle pas davantage le problème de déficit, de handicap, de compétitivité de façon plus globale du site France, donc il y a eu la baisse des impôts de production qui est une première étape, mais c'est clair qu'il y a quand même, au travers de tous les témoignages qu'on peut avoir, la nécessité d'aller plus loin si on veut donner envie qu'on choisisse des sites France pour réinvestir lourdement dans les reconversions qui sont à faire par rapport à toute la compétition internationale. Donc ça, c'est un point important. Accompagner les entreprises, les salariés, donc ça a été évoqué, c'est un énorme chantier. Encore une fois,
on a des ordres de grandeur très importants de reconversion, de formation, donc on est très mobilisé sur ces sujets-là. Et puis, on a aussi quand même les questions d'infrastructure. Alors, c'est valable pour les bornes de recharge électrique, mais on va parler tout à l'heure d'hydrogène, c'est aussi un sujet mais majeur. Et c'est vrai qu'attention à la solution technologique unique de l'électrique à batterie, il faut absolument qu'il y ait des alternatives. Et c'est vrai que pour moi, il y a une vraie question dans la façon dont les pouvoirs publics vont réussir à créer des conditions qui permettent un déploiement aussi de ces infrastructures, y compris pour l'hydrogène, avec tous les enjeux de sécurité qu'il y a derrière. Donc, ça fait partie aussi des sujets qui sont extrêmement importants pour nous. Donc voilà, vous aurez donc une présentation par rapport à ça cet après-midi. Et ben voilà, j'ai essayé d'être assez court dans ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Marc Mortureux. Merci. Effectivement, vous donnez les objectifs de cette feuille de route et ça reprend vraiment le programme du fil. On parlera transition des compétences tout à l'heure, on parlera également du réseau de bornes dans nos ateliers et puis bien sûr la compétitivité. C'est à vous, vos questions. Je sais que vous avez certainement des questions pour Marc Mortureux qui représente, oui, c'est Fabien Degan, voilà, que je reconnais dans le... Oui, c'est ça, on va te passer un micro, Fabien, qui représente le CNPA, du coup. Est-ce qu'on a un micro? Voilà, il arrive. Alors, en attendant, d'ailleurs, une des choses que je n'ai pas dites par rapport à l'intervention précédente, c'est que pour le moment, dans les propositions de la Commission européenne, il n'y a absolument pas la remise en cause du fameux facteur masse qui a été effectivement, je pense, très bien décrit et qui quand même peut un peu interpeller. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je suis Fabien Degan, président du CNPA, qui est le Conseil national des professions de l'automobile, donc pour les Hauts-de-France, sachant que c'est donc la partie aval, et sachant que vous seriez plutôt la partie amont, mais on collabore très bien ensemble. Voilà, simplement, moi, je voulais rajouter peut-être un point sur ce que vous venez de nous présenter. Donc, je suis tout à fait d'accord sur la multiplicité des solutions, parce que effectivement, l'électrification du parc complet automobile, ça m'inquiète fortement. Ça m'inquiète très fortement même, que ce soit pour l'amont ou pour l'aval. Et je dirais que dans les points qui sont bien reportés, je rajouterais peut-être aussi un élément qui est l'assurance d'avoir les matières premières. Parce qu'à aujourd'hui, je ne sais plus, j'avais vu une étude, il faudra 20 fois plus de cobalt, par exemple, pour un parc à autant de pourcents dans le futur. Voilà. Alors aujourd'hui, bon, qui a ces mines de matières premières, de matières rares? C'est essentiellement les Chinois qui ont pris des positions. J'ai rencontré un collègue tout à l'heure qui est dans la salle et qui m'a dit oui, ils prennent des participations dans des pays étrangers et c'est les Chinois qui ont voilà. Et aujourd'hui, on est incapable d'aller plus loin, quoi. Enfin, ça va être compliqué, quoi. Enfin, nous, voilà. Donc ça, il faudrait rajouter dans votre plan de route, effectivement, comment on peut, parce qu'autrement, après la crise des semi-conducteurs, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la crise de la fabrication des batteries parce qu'on n'aura pas assez de matières rares. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Non, mais vous avez tout à fait raison. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Il y a bon, l'électronique de puissance, dont les besoins vont être absolument considérables. Pour nous, c'est un axe majeur d'investissement à faire parce qu'on voit bien que les besoins vont être très importants et on a des risques par rapport à ça. C'est vrai que les matières premières, alors juste pour information, il y a une mission là qui vient d'être confiée par la ministre de l'Industrie à Philippe Varin sur ces sujets-là, bon, qui ont déjà été beaucoup travaillés. Bon, il y a aussi un certain nombre de solutions technologiques qui permettent de réduire un peu la dépendance. Mais c'est vrai que c'est des sujets mais absolument majeurs et qu'il faut qu'on tire un peu les leçons de cette vulnérabilité que nous avons avec des chaînes d'approvisionnement de plus en plus sophistiquées. Et moi, c'est vrai que je vois bien les problèmes qu'on a connus là pendant l'été et en cette rentrée avec la Malaisie. Bah voilà, moi j'ai découvert, mais bon, heureusement d'autres le savaient, mais à quel point à chaque fois les chaînes d'approvisionnement sont un peu plus sophistiquées qu'on ne le croit. On a beaucoup ciblé Taïwan, TSMC, puis maintenant on voit que bon, et c'est vrai qu'on voit bien cette vulnérabilité qui est liée au monde, à la mondialisation, mais vous avez totalement raison de le souligner comme un aspect majeur. Travailler sur la résilience des supply chains. Très rapidement, Fabien. Ah bah du coup, c'est coupé du coup. Est-ce qu'on peut rallumer ce micro-là? C'est bon, il fonctionne. Oui, et je voulais rajouter aussi l'importance, effectivement, vous en avez parlé, du réseau de distribution au niveau notamment des chargeurs de batterie, parce que là, aujourd'hui, on a un retard considérable. Alors, on n'est peut-être pas les derniers en Europe, loin de là. Non. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on veut transformer, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans les concessions, par exemple, les clients ne savent pas quoi acheter comme véhicule. Et ça, c'est très dangereux. Merci.
Merci à Fabien Degan qui représente le CNPA. Il y a une question ici, deuxième table pour Tommaso Pardi, si on peut amener un micro. Je vais prendre en attendant une question en ligne. Je crois qu'il y a quelques questions en ligne. Est-ce qu'on peut m'en passer une? C'est bon? Allez, c'est à vous et on amène un micro. Faut-il craindre une arrivée massive de voitures chinoises en Europe compte tenu de l'avancée des constructeurs locaux sur l'électrique? Alors, en tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde de très, très près. On a fait des analyses assez précises. Très objectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, la pénétration des véhicules chinois, des marques chinoises est très faible aujourd'hui, mais on voit bien que la part de marché des véhicules chinois dans l'électrique est beaucoup plus importante que dans les véhicules thermiques. C'est évident qu'ils maîtrisent parfaitement bien toute la chaîne du véhicule électrique et le digital. Faut pas croire, ils sont très bons aussi sur l'automatisation et autres. Donc, c'est vrai que ça fait partie des grandes craintes que nous avons, que ça soit d'ailleurs les véhicules sous marque chinoise ou des véhicules sous marque européenne fabriqués de plus en plus en Chine, compte tenu de la pression, encore une fois, sur les prix. Une des grandes préoccupation aujourd'hui des constructeurs, c'est de voir effectivement les prix qui vont monter, et notamment pour des constructeurs, là pour le coup, qui ne sont pas les premiums et qui étaient positionnés sur des véhicules d'entrée ou de moyenne gamme, et pour lesquels l'impact du passage vers l'électrique est beaucoup plus fort et pose des vraies questions sur le risque d'ailleurs de voir le marché fortement diminuer compte tenu de ça. Donc oui, ça fait partie franchement et c'est pour ça que je parlais du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aussi, c'est qui très honnêtement ne répond pas aujourd'hui à la question. Une forte pression dans la filière sur les prix, vous l'avez dit Marc Morturé, et on y reviendra notamment dans une table ronde demain en fin de matinée sur la relation aussi client-fournisseur qui est un enjeu majeur sur lequel vous travaillez aussi Marc Morturé avec l'ensemble de la filière. Tommaso Pardi, une dernière question et après je laisserai la place à la table ronde hydrogène. D'accord, alors j'essaierai d'être rapide. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment exhaustive et très encourageante, je trouve, parce qu'elle prend en compte tous les enjeux. J'avais 3 questions très rapides. Premier point, 70 000 emplois dans la filière mécanique, c'est à peu près un tiers des emplois qui restent en France. C'est clair que les tempos de l'électrification et les différents scénarios vont se traduire de manière parfois très radicale selon qu'on est dans les scénarios 1, 2 ou 3 en termes des pertes d'emplois et des disruptions de la filière. Donc, c'est quand même un véritable enjeu de comment on y arrive. Deuxième point que je n'avais pas évoqué dans la présentation, en 2008-2009, il y a eu une crise, prime à la caisse, et on a vu beaucoup de demandes pour des véhicules plus sobres. Donc, on a vu les poids moyens des véhicules tomber, les émissions de CO2 tomber drastiquement, et mécaniquement, les parts des marchés des constructeurs français augmenter. Et donc, je me dis, pourquoi n'est pas intégré dans votre feuille de route vraiment une stratégie visant aussi à définir des objectifs de réduction des poids et à réfléchir à comment, avec des réductions des poids, on peut faire évoluer les mix énergétiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une voiture qui pèse 100, 200 kg en moins en termes de mix énergétiques pour atteindre les mêmes objectifs des CO2 et comment cela peut faire varier justement l'impact de la transition sur la filière mécanique en France. Et dernier point, l'empreinte carbone. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les batteries, mais pourquoi ne pas l'introduire aussi pour les véhicules? Parce que pour un véhicule électrique, dans la régulation actuelle, c'est 0, les émissions, car on sait très bien qu'un véhicule électrique est beaucoup plus vert qu'un véhicule thermique, mais ce n'est pas en réduction des 122 grammes à 0, c'est plutôt un rapport des 1 à 2, d'un 1 à 3 ou d'un 4 en fonction. Et donc, effectivement, si on prendrait l'empreinte carbone, en plus, la taille du véhicule, la taille des batteries jouerait un rôle très important. Donc, pourquoi ne pas introduire l'empreinte carbone pour les véhicules et pour les batteries? C'est une manière beaucoup plus intelligente de gérer la réduction des CO2. Merci beaucoup. Merci Tommaso. Très rapidement, donc d'abord, je voulais faire le lien pour les emplois, les 32 000 emplois de l'Observatoire de la métallurgie. Donc, ça concerne ce qu'on appelle le périmètre du cœur de filière. C'est code NAF 29, donc qui est automobile. Nous, effectivement, on prend plus large parce que tout ce qui est fonderie, tout ce qui est plasturgie, caoutchouc, etc., ne sont pas dedans. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des estimations plus importantes. Et c'est vrai que le défi est énorme. Il y a pas mal d'outils qui sont mis en place. Une des grandes difficultés qu'on rencontre, c'est que tant que les entreprises ne sont pas confrontées de façon très, très directe à ça, il y a plein d'incertitudes et du coup, on a du mal à les mobiliser pour anticiper. Tout le monde dit qu'il faut anticiper et en même temps, c'est quand même compliqué. Nous, ce qu'on fait en tout cas, c'est d'investir beaucoup dans l'élaboration de contenus de formation dont on sait qu'ils vont être de toute façon indispensables pour pouvoir reconvertir les salariés. Mais c'est vrai que l'échelle va être vraiment importante. Après, réduction du poids, enfin en tout cas, moi j'ai trouvé très intéressant votre analyse et c'est vrai que nous, une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est complexe comme sujet. Déjà, c'est la contradiction entre l'Europe qui
comme vous l'avez montré, plutôt encourage finalement éventuellement des véhicules voilà, qui sont relativement lourds. Et de l'autre côté, on a en franco-français là un malus sur le poids des véhicules qui va rentrer en vigueur, mais purement national. Bon, tout ça est assez compliqué, mais totalement d'accord, c'est une tendance lourde. Enfin, on voit bien, il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Ça peut être des opportunités sur des matériaux innovants, sur un certain nombre de choses. Bon, après, une approche très brutale, hein, de dénonciation, comme on l'a un peu en permanence, je suis pas sûr que ça aide beaucoup, hein, parce que ça va pas aider à ces évolutions. Mais c'est clair que, enfin, je trouve votre analyse de ce côté-là très intéressante. Et l'empreinte carbone, moi, c'est vrai que je suis très surpris que la Commission européenne ait quand même osé proposer un moins 100% d'émissions de CO2 sur le périmètre très étroit uniquement, hein, de l'usage du véhicule, parce que autant au début de la courbe, à la limite qu'on ait une réglementation qui favorise pas mal une technologie, c'est une chose. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, de considérer que c'est la solution unique, qu'on fait semblant de montrer que c'est radical, mais qu'en fait, ça va être très facile de montrer que, en fait, c'est pas vrai, on nous ment encore, parce que c'est pas vrai que c'est zéro d'émissions de CO2, que, par exemple, en Pologne, si on fabrique le véhicule en Pologne, qu'on l'utilise en Pologne, dans l'état actuel des choses, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est vrai que c'est le problème, je trouve, c'est toujours pareil, c'est-à-dire, on a vu que le véhicule électrique, ça marchait. 2020, tout le monde a été surpris que ça décolle plutôt bien. Donc maintenant, c'est la solution unique. Voilà, c'est là où je pense qu'il y a toujours besoin de nuances, d'une pluralité de solutions. Donc l'hydrogène va être un des sujets, hein, qui va être évoqué, mais c'est compliqué quand même pour le véhicule particulier dans un usage très courant, ne serait-ce que pour des raisons de distribution. Par contre, c'est sûr que c'est absolument indispensable sur certains types de créneaux, très probablement. Bon, voilà, mais c'est plein de débats, hein, qu'il faut qu'on arrive à avoir. Et c'est vrai que ce côté ne pas s'intéresser à l'empreinte globale, hein, pour le véhicule, c'est vraiment, à mon avis, un problème à la fois d'intérêt pour la France, hein, parce qu'on a des vrais atouts là-dessus, et puis même intellectuellement, ça pose quand même des questions. Et je pense que si on n'arrive pas à faire adhérer les gens, hein, au fait que tous ces efforts qu'on va leur demander, ça a du sens, parce qu'il faut sauver la planète, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et qu'on rentre vite dans des démarches où finalement, on s'aperçoit que tout ça, c'est pas si cohérent, hein, que ça, je pense qu'on aura des difficultés. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un des sujets qui me paraît indispensable de rouvrir de façon plus globale, hein, dans les approches de cycle de vie. Grand merci, Marc Merci Mortireux, beaucoup. cher Marc, directeur général de la PFA. Pour ceux qui nous regardent en ligne, je vais vous inviter à changer de session puisqu'on va passer maintenant au dernier temps fort de cette matinée. Une très belle table ronde. On a beaucoup parlé d'hydrogène. L'hydrogène peut-il être le carburant automobile de demain? Est-ce un scénario réalisable?